Tentative d'empoisonnement du capitaine Ibrahim Traoré. Sa cuisinière personnelle tombe dans le piège. Attention. La cuisinière personnelle du capitaine Ibrahim Traoré a été arrêtée. Celle qui se charge de cuisiner exclusivement pour le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été interpellée à cause d'une somme colossale qui lui a été proposée dans le but d'empoisonner le chef de l'État burkinabé. Installez-vous confortablement. Voici comment les faits se sont déroulés. Une femme de confiance, une cible de choix. Dans l'univers impitoyable de la géopolitique sahélienne, les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré ne reculent devant rien. Attaque frontale, tentative de déstabilisation institutionnelle, sabotage économique, infiltration dans les rangs des forces de défense. Les moyens utilisés pour faire tomber l'homme qui dirige le Burkina Faso sont multiples, variés et chaque fois plus sophistiqués. Mais cette fois-ci, ses adversaires ont choisi une voie particulièrement traîtresse, passée par la cuisine. La cuisinière personnelle du capitaine Ibrahim Traoré, celle en qui la présidence avait placé une confiance totale, celle dont les mains préparèrent chaque jour les repas du président le plus jeune d'Afrique, a été contactée par des individus agissant dans l'ombre. Ces derniers lui ont proposé une somme qui dépasse l'entendement, 30 millions de dollars américains. 30 millions de dollars. Une fortune astronomique, suffisante pour changer le destin d'une famille entière, suffisante pour faire basculer la fidélité d'un homme ou d'une femme ordinaire. La mission qui lui était confiée en échange de cette somme était simple dans sa formulation, mais monstrueuse dans son intention. Introduire du poison dans les repas du capitaine Ibrahim Traoré. Une poutre, comme on dit dans le langage populaire. Un produit mortel glissé discrètement dans la nourriture du président. Sans témoin, sans bruit. Un assassinat froid, prémédité, organisé depuis les cercles obscurs du pouvoir déchu. Ibrahim Traoré, l'homme le plus ciblé d'Afrique. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, il faut d'abord comprendre qui est Ibrahim Traoré et pourquoi il est devenu la cible la plus visée du continent africain. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui reconnu comme le président ayant subi le plus grand nombre de tentatives d'assassinat en Afrique. Ce record tragique n'est pas le fruit du hasard, il est la conséquence directe d'un positionnement politique, idéologique et souverain qui dérange profondément certaines puissances, certains réseaux, certains intérêts économiques solidement ancrés dans le sous-sol burkinabé et dans les circuits financiers internationaux. Depuis qu'il a pris les rênes du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a engagé son pays dans une rupture nette avec l'ordre ancien. Il a mis fin à des coopérations militaires jugées inégales, expulsé des forces étrangères présentes sur le territoire national, renationalisé des ressources stratégiques, et surtout, il a osé tenir un discours de vérité face aux grandes puissances mondiales. Un discours qui résonne dans toute l'Afrique, qui inspire des millions de jeunes Africains, mais qui lui a également valu des ennemis puissants et déterminés. Ces ennemis, il les connaît. Ils sont à l'extérieur, dans des capitales étrangères, qui voient d'un très mauvais œil la montée en puissance d'un Burkina Faso souverain. Mais ils sont aussi à l'intérieur, tapis dans l'ombre, camouflés derrière des visages familiers, des uniformes connus, des postes autrefois occupés au sommet de l'État. C'est précisément dans cette deuxième catégorie que se trouve le cerveau présumé de cette tentative d'empoisonnement, un dispositif de surveillance implacable. Ce que les commanditaires de ce crime n'avaient pas anticipé, c'est le niveau de vigilance qui entoure désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Rien n'entre dans l'enceinte de la présidence sans être contrôlé. Aucun téléphone portable n'échappe à la surveillance. Aucun appel, aucun message, aucune communication électronique n'est laissée au hasard. Tout est scruté, analysé, décortiqué par des équipes de sécurité, opérant dans le plus grand silence, loin des projecteurs, loin des caméras. Ce dispositif de surveillance fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le plus redoutable dans ce système, c'est son caractère totalement hermétique. Ni les gardes du corps, ni les membres du personnel rapproché ne sont mis au courant des modalités précises de cette surveillance. Chacun ignore ce que l'autre sait. Chacun ignore ce que l'autre voit. C'est cette opacité organisée, cette discrétion absolue, qui fait la force du système. Ainsi, lorsque la cuisinière a commencé à recevoir des contacts suspects, lorsque les premiers messages ont commencé à circuler, lorsque les appels téléphoniques ont commencé à se multiplier avec des interlocuteurs inconnus, lui proposant des sommes mirobolantes contre un service inavouable, les services de sécurité de la présidence savaient déjà. Ils lisaient chaque mot, ils écoutaient chaque syllabe, ils documentaient chaque échange. La cuisinière, elle, croyait agir dans l'ombre. Elle croyait que personne ne voyait. Elle croyait que la discrétion de ses communications la protégeait. Elle avait tort. L'arrestation, un soir chez elle, sans crier gare. L'arrestation n'a pas eu lieu au palais présidentiel. Elle n'a pas eu lieu dans un lieu public, sous les flashs des caméras ou devant des témoins. Elle a eu lieu chez elle, un soir, dans l'intimité de son domicile. Les agents chargés de son interpellation se sont présentés à son domicile au moment où elle ne s'y attendait pas. Et c'est là toute la précision de l'opération. Elle ne s'y attendait pas parce qu'elle croyait n'avoir laissé aucune trace. Elle ne s'y attendait pas parce que dans son esprit, la transaction était parfaitement dissimulée. Elle ne s'y attendait pas parce qu'elle ignorait que son téléphone était, depuis le premier contact suspect, une fenêtre ouverte sur tous ses secrets. L'interpellation a été rapide, propre, sans incident majeur. Les agents savaient exactement ce qu'ils venaient chercher.
Ils avaient les preuves, ils avaient les enregistrements, ils avaient les éléments de l'enquête. Il ne restait plus qu'à poser les menottes. L'enquête remonte vers un nom connu. Une fois la cuisinière entre les mains des services de sécurité, l'enquête s'est approfondie. Il fallait remonter la chaîne, identifier les commanditaires, démasquer les financeurs, trouver le cerveau de l'opération. Et c'est là que les révélations deviennent explosives. Lorsque les enquêteurs ont fouillé les dossiers, lorsqu'ils ont reconstitué les réseaux de communication, lorsqu'ils ont tracé l'argent et identifié les intermédiaires, un nom est apparu au bout de la chaîne. Un nom que le Burkina Faso connaît bien. Un nom qui, il n'y a pas si longtemps, était associé au pouvoir, aux honneurs, aux ordres de la République. Ce nom, c'est celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition du Burkina Faso. Damiba, l'homme qui, avant Ibrahim Traoré, tenait les rênes du pays. L'homme qui avait lui-même accédé au pouvoir par les armes. L'homme qui, après avoir été renversé, avait quitté la scène officielle, mais manifestement pas abandonné ses ambitions ni ses réseaux. Selon les éléments recueillis au cours de l'enquête, c'est depuis son exil que Damiba aurait orchestré, ou du moins financé et coordonné, cette tentative d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré. Les 30 millions de dollars proposés à la cuisinière ne seraient que la partie visible d'un dispositif bien plus large, bien plus organisé, impliquant plusieurs intermédiaires et plusieurs cercles d'influence. Le plan était simple dans sa conception. Corrompre une personne de confiance, introduire le poison, attendre le résultat, sans coup de feu, sans bruit, sans trace apparente, un mort naturel, un accident, une disparition discrète, et ensuite profiter du vide pour revenir. Mais le plan a échoué. Il a échoué parce que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place autour de lui un système de protection qui ne laisse rien au hasard. Il a échoué parce que la technologie, la vigilance et l'organisation ont eu raison de la trahison et de la corruption. Les dessous d'une rivalité qui ne dit pas son nom. L'affaire de la cuisinière n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une longue série de manœuvres destinées à faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Elle révèle surtout la profondeur de la fracture qui existe entre l'ancien régime de transition incarné par Damiba et le pouvoir actuel. Car entre ces deux hommes, l'histoire est complexe. Damiba avait lui-même renversé Roch-Marc Christian Kaboré avant d'être à son tour écarté par Traoré. Depuis ce retournement de situation, les tensions n'ont jamais réellement disparu. Elles se sont simplement déplacées dans l'ombre, loin des tribunes officielles, loin des déclarations publiques. Ce que cette tentative d'empoisonnement révèle avec brutalité, c'est que certains acteurs politiques burkinabés, incapables de reconquérir le pouvoir par les urnes ou par la force militaire, ont choisi la voie la plus lâche qui soit, l'élimination physique d'un chef d'État en activité, à travers une femme de confiance, via un poison glissé dans un repas quotidien. Le Burkina Faso retient son souffle, l'enquête suit son cours, et Ibrahim Traoré, lui, est toujours debout. Un pays sous haute tension, un président qui ne plie pas. Ce qui frappe le plus dans cette affaire, c'est la détermination sans faille du capitaine Ibrahim Traoré face à l'adversité. Depuis qu'il est à la tête du Burkina Faso, cet homme a traversé des épreuves que peu de dirigeants africains ont connues, avec une telle intensité et une telle fréquence. Tentatives de coup d'État, attaques terroristes sur le territoire national, pression diplomatique internationale, sanctions économiques déguisées, campagne de déstabilisation médiatique orchestrée depuis l'étranger. La liste est longue, et pourtant Ibrahim Traoré est toujours là. Ce n'est pas par miracle, c'est par méthode, c'est par rigueur, c'est par une organisation millimétrée de sa sécurité personnelle et de la sécurité de l'État. L'affaire de la cuisinière en est la preuve la plus récente et la plus éloquente. Là où d'autres auraient pu succomber, là où le poison aurait pu faire son œuvre en silence, c'est le système de surveillance mis en place par ces équipes qui a tout déjoué. Pas un appel n'a échappé à leur vigilance. Pas un message n'est passé entre les mailles du filet. Cette efficacité sécuritaire envoie un message clair à tous ceux qui nourrissent encore l'espoir de voir tomber le président burkinabé. Les voies d'accès sont fermées. Toutes les voies, y compris les plus inattendues, y compris celles qui passent par la cuisine. Le profil de Damiba, un homme qui n'a pas digéré sa chute. Pour comprendre pourquoi le nom de Damiba revient dans cette affaire, il faut revisiter brièvement le parcours de cet homme et la nature de sa relation avec le pouvoir. Paul-Henri Sandaogo Damiba était un officier respecté au sein de l'armée burkinabé. Lorsqu'il a renversé Roch-Marc Christian Kaboré, il s'était présenté comme le sauveur d'un pays à bout de souffle face à la menace terroriste. Il avait promis la sécurité, la stabilité, le redressement. Mais les mois ont passé et les résultats n'ont pas été au rendez-vous. La situation sécuritaire continuait de se dégrader. La population s'impatientait. Les critiques se multipliaient au sein même de l'armée. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré, alors jeune capitaine inconnu du grand public, a levé la tête. Avec une partie des forces armées derrière lui, il a renversé Damiba et pris le contrôle du pays. Damiba, acculé, a quitté le Burkina Faso sans combattre. Il a trouvé refuge à l'étranger, officiellement dans la discrétion, officiellement retiré de la vie politique. Mais officiellement ne veut pas dire réellement, car les éléments de l'enquête sur la tentative d'empoisonnement suggèrent constamment que Damiba n'a jamais vraiment renoncé. Depuis son exil, il aurait continué à tisser des réseaux, à entretenir des contacts, à financer des opérations visant à déstabiliser le régime en place. L'homme blessé dans son orgueil, l'officier humilié par un subordonné plus jeune, n'aurait pas accepté sa mise à l'écart.
Et pour reconquérir ce qu'il considère peut-être encore comme sien, tous les moyens semblent avoir été envisagés, y compris les plus criminels. De l'USUP, tri des 7 millions de dollars, le prix d'une vie, le prix d'un pays. Revenons un instant sur ce chiffre, tri des 7 millions de dollars. C'est la somme qui aurait été proposée à la cuisinière du capitaine Ibrahim Traoré pour qu'elle empoisonne son employeur. 30 millions de dollars, c'est une somme qui dépasse largement l'imaginaire de la plupart des Burkinabés. C'est une somme qui révèle l'ampleur des enjeux en présence. On ne mobilise pas 30 millions de dollars pour régler un simple différend politique. On mobilise 30 millions de dollars quand on a accès à des financements considérables, quand on est connecté à des réseaux internationaux puissants, quand l'objectif final justifie un investissement aussi massif. Cela soulève une question fondamentale. D'où vient cet argent? Damiba, à lui seul, dispose-t-il de telles ressources? Ou est-il lui-même le bras visible d'un réseau plus large, d'une coalition d'intérêts qui s'étend bien au-delà des frontières du Burkina Faso? L'enquête devra répondre à ces questions, car si 30 millions de dollars ont été mobilisés pour tenter d'éliminer Ibrahim Traoré, cela signifie que des acteurs très puissants, disposant de moyens financiers considérables, sont impliqués dans cette affaire. Des acteurs qui ont tout à perdre si le Burkina Faso de Traoré réussit. Des acteurs qui voient dans la souveraineté burkinabé une menace directe pour leurs intérêts. Une cuisinière prise entre deux mondes. Il serait réducteur de ne voir dans cette affaire qu'une simple question de trahison. La réalité humaine est toujours plus complexe. La cuisinière du capitaine Ibrahim Traoré est avant tout une femme ordinaire. Une femme qui, un jour, s'est retrouvée au cœur d'un jeu qui la dépassait largement. Contactée par des individus qui lui ont fait miroiter une fortune inimaginable, elle a peut-être cédé à la tentation sans mesurer pleinement les conséquences de son choix. Peut-être a-t-elle pensé à sa famille, à ses enfants, à un avenir meilleur rendu possible par ces millions de dollars. Peut-être a-t-elle été manipulée, menacée, mise sous pression par des individus sans scrupules qui savent exactement comment briser la résistance d'une personne ordinaire. Cela ne l'exonère pas de sa responsabilité. Accepter d'empoisonner un être humain, quel qu'il soit, est un acte criminel d'une gravité absolue. Et lorsque cet être humain est un chef d'État dont dépend la stabilité d'un pays entier, la gravité de l'acte est décuplée. Mais cette dimension humaine nous rappelle aussi que les véritables responsables sont ceux qui ont tendu le piège, ceux qui ont sorti les 30 millions de dollars, ceux qui ont planifié froidement l'élimination d'un homme, en passant par la faiblesse d'une employée de maison. Ce sont eux que la justice doit atteindre en priorité. La réaction du peuple burkinabé, entre colère et soulagement. Lorsque l'information a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans les rues de Ouagadougou, la réaction du peuple burkinabé a été immédiate et sans ambiguïté. Un mélange de colère froide et de soulagement profond a traversé le pays de part en part. La colère, d'abord. Car cette tentative d'empoisonnement n'est pas seulement une attaque contre un homme, c'est une attaque contre un symbole. Ibrahim Traoré représente pour des millions de Burkinabés quelque chose qui va bien au-delà de sa personne. Il incarne l'espoir d'une rupture réelle avec des décennies de domination, d'humiliation et de pillage organisé. S'en prendre à lui, c'est s'en prendre à cette espérance collective. Et le peuple burkinabé l'a compris. Le soulagement, ensuite. Car l'attentat a échoué. Car le système de protection a fonctionné. Car les services de sécurité ont démontré leur efficacité au moment le plus crucial. Et parce que le capitaine Ibrahim Traoré est toujours debout, toujours en vie, toujours à la tête du pays, dans les quartiers populaires de Ouagadougou, dans les marchés, dans les universités, dans les casernes, le sentiment dominant est celui d'une fierté mêlée de vigilance. Fierté de voir que leur président ne peut pas être atteint aussi facilement. Vigilance, parce que chacun sait désormais que l'ennemi peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, même dans une cuisine, même derrière un tablier. L'impact diplomatique, une affaire qui dépasse les frontières. Cette affaire ne restera pas confinée aux frontières du Burkina Faso. Elle a déjà des répercussions diplomatiques qui se font sentir à plusieurs niveaux. D'abord, elle pose la question du statut de Damiba dans le pays où il réside en exil. Si les investigations confirment formellement son implication dans cette tentative d'empoisonnement, le gouvernement burkinabé sera en droit de réclamer son extradition. Une demande qui mettra le pays hôte de Damiba dans une position délicate, contraint de choisir entre le respect de ses engagements juridiques internationaux et ses propres calculs diplomatiques. Ensuite, cette affaire relance le débat sur les réseaux néocoloniaux qui continuent d'opérer en Afrique de l'Ouest. Car personne ne croit sérieusement que Damiba, seul dans son exil, a pu mobiliser 30 millions de dollars sans soutien extérieur. Ces fonds viennent de quelque part. Ils ont transité par des canaux financiers qui laissent des traces. Et ces traces, les enquêteurs burkinabés, aidés ou non de partenaires internationaux, devront les suivre jusqu'au bout. Le Burkina Faso de Traoré a déjà rompu avec plusieurs partenaires traditionnels qu'il jugeait peu respectueux de sa souveraineté. Cette affaire pourrait accélérer encore davantage ce repositionnement diplomatique, en confirmant aux yeux de Ouagadougou que certaines menaces ne viennent pas seulement du désert ou des maquis terroristes, mais aussi des salons feutrés de capitales étrangères, la sécurité alimentaire présidentielle, un enjeu sous-estimé. Cette tentative d'empoisonnement met en lumière un aspect de la sécurité présidentielle que l'on évoque rarement publiquement, la sécurité alimentaire. Qui prépare les repas du président? Dans quelles conditions? Avec quels ingrédients? Selon quel protocole de contrôle? Dans de nombreux pays africains, cette question est traitée avec une certaine légèreté, comme si le danger ne pouvait venir que des armes à feu ou des explosifs. L'affaire de la cuisinière du capitaine Ibrahim Traoré rappelle brutalement que le poison est une arme aussi vieille que l'humanité, et que la table du chef d'État est un champ de bataille comme un autre. Les services de sécurité burkinabés
vont nécessairement revoir leur protocole à la lumière de cet événement. Non pas parce qu'ils ont failli, bien au contraire, ils ont brillamment déjoué le complot, mais parce que chaque tentative d'échouer enseigne quelque chose de nouveau sur les méthodes de l'ennemi. L'arrestation de la cuisinière ouvre désormais un chapitre judiciaire qui s'annonce particulièrement sensible. Les magistrats burkinabés se retrouvent face à un dossier d'une complexité rare, mêlant trahison domestique, financement étranger, implication d'un ancien chef d'État et tentative d'assassinat sur la personne du président en exercice. La procédure judiciaire devra répondre à plusieurs questions fondamentales. Premièrement, quel est exactement le rôle de la cuisinière dans cette affaire? A-t-elle accepté de son plein gré ou a-t-elle été contrainte, menacée, manipulée par des individus qui savaient exactement sur quel levier appuyer pour la faire craquer? La réponse à cette question déterminera en grande partie la nature des charges retenues contre elle et la sévérité de la peine encourue. Deuxièmement, qui sont les intermédiaires qui l'ont contactée? Car Damiba, depuis son exil, n'a pas pu approcher directement cette femme. Il a forcément utilisé des relais, des messagers, des individus capables de circuler librement au Burkina Faso, tout en servant les intérêts de l'ancien président déchu. Ces intermédiaires sont peut-être encore en liberté. Ils représentent un danger réel et doivent être identifiés et neutralisés au plus vite. Troisièmement, et c'est peut-être la question la plus délicate, comment le Burkina Faso va-t-il traiter le cas de Damiba lui-même? Techniquement, il se trouve hors du territoire national. Le mettre en cause officiellement implique de lancer des procédures judiciaires internationales, des demandes d'extradition, des notifications diplomatiques. Tout cela dans un contexte où les relations du Burkina Faso avec plusieurs pays occidentaux sont déjà tendues, voire rompues. Le poison comme arme politique, une réalité africaine trop souvent tue. L'affaire de la cuisinière du capitaine Ibrahim Traoré invite à une réflexion plus large sur l'utilisation du poison comme arme politique en Afrique. C'est un sujet que l'on évoque peu dans les médias officiels, souvent par pudeur, parfois par crainte, parfois simplement parce que les preuves sont difficiles à établir. Et pourtant, les spécialistes de la géopolitique africaine savent que cette pratique existe, qu'elle a existé par le passé et qu'elle continue d'exister. Plusieurs chefs d'État africains sont décédés dans des circonstances qui n'ont jamais été totalement élucidées. Plusieurs dirigeants ont survécu à des malaises suspects dont l'origine n'a jamais été officiellement confirmée ni infirmée. Le poison, précisément parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne laisse pas de douille sur le sol, parce qu'il peut être confondu avec une mort naturelle ou une maladie soudaine, est une arme de choix pour ceux qui veulent éliminer un adversaire politique sans en assumer publiquement la responsabilité. Ce que le Burkina Faso vient de déjouer n'est donc pas un phénomène isolé. C'est la manifestation locale d'une pratique ancienne et répandue. La différence, cette fois-ci, c'est que le système de surveillance a fonctionné. La différence, c'est que les preuves ont été réunies. La différence, c'est que le complot a été mis à nu avant d'avoir pu produire ses effets mortels. Et cette différence change tout, car elle permet de nommer les coupables, elle permet d'instruire un dossier, elle permet de porter l'affaire devant la justice et devant l'opinion publique. Elle transforme ce qui aurait dû rester un crime parfait en un scandale politique retentissant. Les leçons pour les autres dirigeants africains. Cette affaire dépasse largement le cadre burkinabé. Elle envoie un message à tous les dirigeants africains qui, comme Ibrahim Traoré, ont choisi la voie de la rupture avec l'ordre établi. Elle leur dit que le danger est partout, qu'il peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'il peut prendre le visage de quelqu'un de familier, de quelqu'un en qui on a confiance depuis des années. Elle leur dit aussi que la vigilance n'est pas une option, c'est une nécessité absolue, que la sécurité personnelle d'un chef d'État qui dérange n'est pas un luxe, c'est une condition de survie politique et physique, que les dispositifs de surveillance, aussi sophistiqués soient-ils, doivent être constamment améliorés, constamment adaptés aux nouvelles menaces. Mais elle leur dit également quelque chose d'encourageant, que ces menaces peuvent être déjouées, que la vigilance paie, que l'organisation rigoureuse des services de sécurité peut faire la différence entre la vie et la mort d'un dirigeant, entre la stabilité et le chaos d'un pays. Ibrahim Traoré est vivant aujourd'hui parce que son système de protection a fonctionné. C'est une leçon que ses homologues africains engagés dans des dynamiques similaires de souveraineté et de rupture auraient tout intérêt à méditer sérieusement. La guerre de l'information, un front invisible mais décisif. Parallèlement à la guerre sécuritaire et judiciaire, une autre bataille se joue en ce moment autour de cette affaire, la guerre de l'information. Les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré ne se battent pas uniquement avec des armes ou de l'argent. Ils se battent aussi avec des mots, des images, des récits. Depuis que l'information sur l'arrestation de la cuisinière a commencé à circuler, plusieurs narratifs concurrents ont émergé sur les réseaux sociaux et dans certains médias internationaux. Certains minimisent pas l'affaire, la présentant comme une manipulation du gouvernement burkinabé destinée à diaboliser l'opposition et à justifier une répression politique accrue. D'autres remettent en question l'implication de Damiba, la qualifiant d'accusation sans fondement visant à salir définitivement l'image de l'ancien président de la transition. D'autres encore cherchent à détourner l'attention en mettant en avant d'autres sujets, d'autres crises, d'autres scandales. Face à cette guerre informationnelle, le gouvernement burkinabé doit être aussi efficace sur le front de la communication qu'il l'a été sur le front de la sécurité. Il doit documenter, prouver, démontrer.
Il doit sortir les enregistrements, les transcriptions, les preuves matérielles qui rendent l'affaire incontestable. Il doit s'adresser directement au peuple burkinabé, sans intermédiaire, sans filtre, avec la clarté et la transparence que la gravité de la situation exige. Car dans cette guerre de l'information, le silence est un adversaire aussi dangereux que le mensonge. Et laisser les narratifs adverses occuper le terrain sans réponse, c'est leur accorder une crédibilité qu'ils ne méritent pas. Damiba dans le viseur, quelle suite judiciaire possible? La question de Damiba est au cœur de tous les débats qui agitent les cercles politiques et juridiques burkinabés en ce moment. Comment un pays peut-il poursuivre judiciairement un ancien chef d'État qui réside à l'étranger, dans un pays qui n'a peut-être pas envie de le livrer? Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier consiste à émettre un mandat d'arrêt international contre Damiba, en s'appuyant sur les preuves réunies au cours de l'enquête. Ce mandat obligerait techniquement le pays hôte à interpeller et à extrader l'ancien président. Mais dans la pratique, les mandats d'arrêt internationaux ne sont pas toujours suivis d'effets, surtout lorsque des considérations diplomatiques entrent en jeu. Le deuxième scénario consiste à juger Damiba par défaut, c'est-à-dire en son absence. Cette procédure est légalement possible dans de nombreux systèmes juridiques. Elle permettrait de rendre un verdict, d'établir officiellement la responsabilité de l'ancien président, même si l'application concrète de la peine reste suspendue à son retour éventuel sur le territoire burkinabé. Le troisième scénario, plus diplomatique, consiste à engager des négociations discrètes avec le pays qui accueille Damiba pour obtenir son rapatriement, peut-être en échange de certaines garanties ou concessions. Ce type de négociation prend du temps, mais il a l'avantage de produire des résultats concrets et vérifiables. Quelle que soit la voie choisie, une chose est certaine, le Burkina Faso ne peut pas laisser cette affaire sans suite judiciaire sérieuse. L'impunité serait le pire des messages à envoyer, aussi bien aux ennemis intérieurs qu'aux adversaires extérieurs. Un peuple qui surveille, un État qui protège. Ce qui ressort de toute cette affaire, au-delà des intrigues politiques et des manœuvres criminelles, c'est l'image d'un peuple burkinabé qui a décidé de prendre son destin en main. Un peuple qui surveille, qui alerte, qui s'organise autour de la protection de ses institutions et de ses dirigeants. Car le système de surveillance qui a permis de déjouer ce complot n'est pas uniquement technique, il est aussi humain. Il repose sur des individus engagés, des fonctionnaires patriotes, des agents de sécurité qui ont choisi de servir leur pays avec une rigueur et une loyauté sans faille. Ces hommes et ces femmes de l'ombre méritent une reconnaissance que l'on ne peut pas toujours leur accorder publiquement, précisément parce que leur efficacité dépend de leur invisibilité. Mais le peuple burkinabé, lui, sait. Il sait que quelque part, dans les couloirs discrets de la sécurité d'État, des personnes veillent, des personnes qui lisent les messages, qui écoutent les appels, qui analysent les comportements suspects, qui dressent des filets invisibles dans lesquels viennent se prendre les traîtres et les comploteurs. Et cette conscience collective que le pays est protégé, que les mécanismes de défense fonctionnent, que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seul face à ses ennemis, est en elle-même un puissant facteur de stabilité. Elle nourrit la confiance entre le peuple et son président. Elle renforce le sentiment d'appartenance à une communauté nationale qui refuse de se laisser détruire de l'intérieur.